La persévérance, c'est du temps ou de l'argent. Et voici un bref aperçu de ce que vous allez pouvoir voir. La persévérance, c'est le mot-clé, mais la persévérance, elle vient pas sans un minimum de discipline, c'est-à-dire que faut constamment se remettre en question, faut toujours essayer de se bagarrer pour trouver du temps. Le temps, c'est le nerf de la guerre. Il faut rien lâcher, faut donner les moyens, faut persévérer, il faut avoir un chemin clair de ce qu'on veut faire au moment où on le fait, parce que plus tes process, tu les as établis dans le temps, plus tu sais comment tu dois jouer ton truc, comment tu dois faire ton truc. Et mieux ça ira, quoi. Moi je me suis fait une note sur le téléphone, voilà, j'avais faire ci, faire ça, c'était une liste des kilomètres. Et au fur et à mesure je cochais. Tu fais petit à petit, voilà. À la fin tu arrives au résultat. Tout se fait sur le long terme, il faut faire étape après étape. C'est ça, Et quand tu arrives presque au bout, tu dis ah, j'en ai marre, j'ai déjà fait beaucoup, j'ai pas les résultats. Il suffit juste des fois de te retourner pour voir tout ce que tu as déjà fait. Voilà, c'est ça. Et des fois il te manque juste un coup de pioche pour atteindre la mine d'or. C'est ça. Il y a énormément de choses qui s'électrifient. Il y a le côté électro de la musique et il y a tout ce qui est intelligence artificielle et c'est en train d'exploser dans tous les sens. Bon, maintenant avec l'IA on peut faire plein de choses aussi plus simplement, donc c'est bien. Il faut se servir des nouveaux outils qui existent également, il faut rester à la page. En fait, ce qu'il faut comprendre, la voiture électrique, elle est fortement mise en avant. D'ailleurs, en France, on ressort la Super 5 chez Renault. Pourquoi? Parce qu'on veut que ces voitures se vendent. Et pour ça, on va tirer sur la corde nostalgique. Il faut savoir s'accrocher à la barre et aller. Et rester patient, même patient avec soi-même malgré tout. Continue à avancer. Même si c'est qu'un peu de temps en temps, ça sera toujours mieux que rien du tout. Et niveau discipline, il faut se mettre un coup de pied au cul, très clairement, parce que sinon ça ne marche pas. Mon conseil, c'est de passer à l'action. Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo. Donc la suite de la première, forcément. Tu nous parlais avant, Philippe, justement, de ton site, le Discographe. Le discographe.fr. Et donc là, tu vas bientôt arriver aux 10 ans. Donc félicitations, je pense que c'est pas mal de boulot. Est-ce que tu as une astuce concernant la persévérance? Par rapport à un pied création de contenu, tu veux dire, ou de manière générale? De manière générale, pour percer dans un domaine, la persévérance c'est le mot-clé, mais la persévérance, elle vient pas sans un minimum de discipline, c'est-à-dire que faut constamment se remettre en question, faut toujours essayer de se bagarrer pour trouver du temps. Le temps, c'est le nerf de la guerre. Et je pense qu'il faut aussi rester en connexion. Donc, je ne sais pas si justement sur quel huile moteur tu as un forum ou un chat pour pouvoir discuter avec les personnes. Alors, c'est surtout sur Facebook que ça se passe. D'accord, donc tu es aussi sur les réseaux TikTok, Facebook. TikTok et Facebook pour cablemoteur.com et pour le discographe.fr, c'est un peu plus étendu parce que j'avais le temps de le faire avant. J'ai Instagram, j'ai Twitter, j'ai Facebook. Et YouTube, quoi, et voilà, quoi. On vous mettra tous les petits liens à gauche, à droite, là, pour que vous puissiez vous amuser, éventuellement tester la marchandise. All right. Et ce qui m'éclate, justement, c'est qu'à l'heure actuelle, selon moi, il y a énormément de choses qui s'électrifient. Il y a le côté électro également de la musique et il y a tout ce qui est intelligence artificielle et c'est en train d'exploser dans tous les sens. Il y a forcément un impact dans tout ça. Et est-ce que justement tout ce qui est voiture électrique, est-ce que, je vais pas dire ça te fait peur, mais si je me trompe pas, il n'y a pas d'huile dedans, donc on est en transmission directe avec les moteurs. Déjà les moteurs électriques, il n'y a plus de lubrification avec de l'huile et tout ça. Il y a plus, certains n'ont même pas de liquide de refroidissement, à part pour les batteries, dans certains cas de figure. Batteries qui chauffent, certains modèles, il y a des liquides de refroidissement quand même encore. Spécifique et là c'est spécifique. C'est comme les bagnoles sportives, il y a un truc bien défini. Oui, voilà. Alors après, pour les voitures thermiques, c'est encore un peu moins pointu, même s'il y a bien sûr dans les premium des liquides spécifiques et tout ça. Mais il y a des normes à respecter, il y a des spécifications à respecter. Pour les voitures électriques, il y a des liquides de refroidissement, pas sur toutes, mais il y en a. Et ça va venir. Pour l'instant, on n'en parle pas parce que forcément, les gens, quand ils achètent une voiture électrique, les premières années... Il n'y a pas besoin d'entretien particulier. Exactement. N'oubliez pas de faire votre entretien, il est là pour ça aussi.
Non mais en plus, alors par rapport à l'histoire de l'électrique, ça me fait absolument pas peur parce que déjà l'électrification complète du parc automobile au niveau mondial, c'est impossible parce que ça serait la fin du cobalt en 2055. Donc de toute façon, en termes de matières premières nécessaires pour fabriquer, tout convertir au moins une fois, on n'a pas le matériel sur la planète. Ouais. Donc déjà, c'est réglé, on sait d'avance que l'électrification, c'est qu'un passage technologique par toutes ces lois européennes, la pollution, les effets de serre, voilà, donc les lois climat et tout ça. Donc c'est très bien, il fallait sans doute le faire, je dis pas le contraire, mais c'est pas une fin en soi. L'électrique n'est qu'un passage vers autre chose. On n'arrivera jamais à toutes les convertir. Là justement, ça me fait penser à 3 choses. La première, c'est entre 100% thermique et 100% électrique, il y a les hybrides. Oui, il y a les hybrides. Qui font déjà pas mal de choses. Exactement. Ensuite, tout s'adapte, je pense, à l'usage de chaque citoyen. Oui, si on est sur de l'urbain, de l'extrême, du truc, du machin. Et ce qu'il y a, c'est que j'avais vu une vidéo dernièrement sur justement l'électrification des voitures. Ce qui est rigolo, c'est que, on ne va pas rentrer dans le détail, mais quand tu achètes une voiture électrique, en fait, c'est un peu de la poudre aux yeux parce que il y a certains cas où la voiture est extrêmement efficace côté gaz à effet de serre et environnement pollution, quand tout est parfaitement équilibré. C'est-à-dire la production avec des énergies renouvelables, comme en Suède par exemple, toutes les personnes peuvent se brancher. Par contre, si tu vas en Chine, chose navrante, c'est que faire tourner leur fabrication d'électricité, ils font tourner des usines à charbon. Donc tu repollues de nouveau. Oui, bien sûr. Et le truc, c'est que la courbe de retour sur investissement entre une voiture électrique, côté pollution, sachant que ça pollue peut-être plus côté fabrication qu'une thermique, si tu ne vas pas entrer dans le détail entre les SUV et tout ça, si tu es 100% écolo, avec des moyens de production renouvelables, en fait, ça peut se croiser au bout de 30 000 km. Par contre, si tu es sur des mines à charbon et compagnie, bah, l'intérêt n'y est pas et tu vas perdre de l'argent. Ouais, voire même on est en dessous encore. Parce que si tu regardes les voitures électriques, déjà pour pouvoir miner tous les matériaux précieux ou les matières premières, ou des terres rares, comme ils appellent ça aussi, nécessaire à la conception de la voiture. Je parlais du cobalt, mais il y a plein d'autres choses, du zirconium, du machin, tous ces trucs-là, pour je ne sais plus combien de dizaines de terrains de foot ou de rugby, je crois, je n'ai pas la stat exacte en tête, mais que tu retournes un coup de bulldozer, forcément que tu pollues. Alors quand il s'agit d'aller chercher de l'or en Alaska, ils le font aussi comme ça, mais au moins l'or ça rapporte quoi. Là, les voitures électriques, à un moment donné, on va arriver à un stade où en fait, ce qu'il faut comprendre, la voiture électrique, elle est fortement mise en avant. D'ailleurs, en France, on ressort la Super 5 chez Renault, on va ressortir la R4. Pourquoi? Parce qu'on veut que ces voitures se vendent. Et pour ça, on va tirer sur la corde nostalgique du mec de 50-60 balais qui arrive à la retraite, qui a plus forcément de faire 30 000 km par an pour aller bosser, et qui lui va être content de retrouver une Super 5 comme quand il était plus jeune. Et c'est pas con, à la rigueur, au niveau marketing, c'est très très malin, et les voitures sont jolies, elles sont bien faites, ça je dis pas le contraire. Mais en fait, très clairement, l'électrique, oui, c'était par rapport au loi climat. On sait très bien qu'on ne peut pas continuer comme ça parce que la température augmente. On voit bien les étés bizarres qu'on a et on voit bien que c'est de pire en pire. Mais même les hivers, il n'y a plus de neige. Il y a plus de neige. C'est vrai, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Mais le truc, c'est que aussi, à un moment donné, quand on a poussé les constructeurs à dire, bah maintenant, terminer le thermique, il faut être en 2030, puis maintenant 2035, full électrique ou le plus possible à l'électrique. Ils ont quelque part fait en sorte que les constructeurs mettent la main à la pâte, qu'ils changent les lignes de production. Une fois que ces lignes de production elles sont changées, ben on ne peut plus revenir en arrière. Il faut les exploiter, il faut les amortir, les rentabiliser, tout ça. Donc forcément, on va demander à Volkswagen ou à Renault 10 ans après de dire finalement on va faire de l'hydrogène, machin. C'est là où j'ai appris une autre chose dans ma vidéo, je vous mettrai un lien après. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'en juillet, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, elle est revenue en arrière, en disant comme quoi elle serait apte à employer des biocarburants afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas suivre, et c'est même un mouvement européen, ils ne peuvent pas passer du thermique au 100% électrique. Voilà, ou au maximum d'électrique. Il y a plein de problèmes qui en sortent, et j'ai vu une autre vidéo dernièrement
où il y avait Toyota qui, avec le soutien de Porsche et de BMW, je crois, bossait à fond sur l'hydrogène. Il y a aussi un autre truc avec le lithium. Ouais. C'est, même pour eux, l'électrique, c'est juste une passation. Oui, c'est ça. Une période de transition technologique. Bien joué, transition, c'est mieux. Et écologique en même temps, mais voilà. Mais en fait, c'est ça. Alors en plus, en Allemagne, de ça, visiblement, ils n'arrivent pas à refourguer Volkswagen leur voiture électrique. Hein. Les Allemands ne veulent pas, donc déjà c'est compliqué. Si les Français veulent bien, mais que les Allemands ne veulent pas, ou que une partie des Français réticents encore, les Allemands ils en veulent pas du tout. On risque pas d'en vendre beaucoup en Europe pour que ça fonctionne. Et ça va pas. Donc voilà. Et après, bah oui, à un moment donné, l'hydrogène, c'est dans les tuyaux. Moi, j'en entendais déjà parler dans les années 90, avant même que je travaille. J'entendais parler d'une pile à hydrogène. Je crois que c'était sur Arte à l'époque. J'étais assez impressionné de voir que Opel avait un Frontera testé à l'hydrogène avec une pile en fait. Hydrogène. C'est génial ce truc parce que ça rejette plus que des gouttes d'eau dans l'échappement. Il n'y a plus que des gouttelettes d'eau, il n'y a plus de CO2, il n'y a plus rien. Alors c'est top, mais ça nécessite des stations sécurisées. Une pile à combustible, ça prend de la place. Donc tout ça, ça marche très bien sur le papier. Dans la pratique, c'est en cours de conception. Hein. Voilà, et je pense que ça va venir. Et le fait est que l'hydrogène, ça va permettre d'être dans l'écologie, tout en ayant encore des vrais blocs thermiques. C'est quand même autre chose que de l'électrique, je trouve, parce que l'électrique, il y a des gens qui n'aiment pas. Pourquoi? Parce que ça fait pas de bruit, parce que c'est assez aseptisé comme voiture et tout ça. Alors bon, t'as le couple tout de suite, t'as la puissance tout de suite, mais derrière, c'est pas comme une thermique. Petite anecdote, hier j'avais un rendez-vous en Suisse, et en face de l'endroit où je devais me rendre, il y avait le concessionnaire Harley Davidson. Ok. J'ai demandé si je pouvais essayer la bécane électrique. Effectivement, tu as du couple. Mais c'est comme la F0X, ou je sais plus comment elle s'appelle. C'est sympa, mais moi ça me faisait penser un peu à une auto-tamponneuse. Ou à une visseuse, tu as du 0 à 100 d'un coup, ok. Mais derrière, désolé de dire ça, tu te fais un peu chier. Et quand j'ai demandé la capacité, le temps ou la distance qu'on peut faire avec une charge. Bon, le premier gars, je pense que c'est parce qu'il était parodé, il me dit 80 km. Ah, t'es pas près de la vendre ta moto. Et un autre gars est venu derrière, celui avec qui je discutais pour l'essayer. D'ailleurs, les Suisses me demandaient 20 balles pour l'essayer. Les gars, je l'essaye quoi. Bon, ça s'entend. Le petit truc, c'est que lui me disait qu'il y en a plus sur 100 et 200 selon la route. Ce serait bien qu'ils suivent un peu tous la même formation pour avoir le même... Ouais, déjà le niveau, hein, parce que c'est ça. Hein. Bon, après ça, thermique ou électrique, tu peux tomber sur quelqu'un de peu compétent aussi, mais c'est là où je veux en venir. C'est vrai qu'avant tu disais ça fait un peu peur ou pas l'électrique, mais en fait non, parce que là les 10-15 prochaines années ils vont vendre leurs électriques, mais pendant ce temps le parc thermique il continue à vivre, à rouler, il faut l'entretenir, il faut que les gens puissent continuer à entretenir leur voiture ou à les bichonner. Et il y a beaucoup de gens qui se sont achetés ces dernières années une petite Porsche 911, 996 Carrera 4S, ça vaut plus de 30 000 balles entre guillemets. Hein. Donc il y a plein de gens aujourd'hui, moi j'en vois là dans la région, il y en a beaucoup plus qu'à une époque. Voilà, donc je pense que ces gens-là ils seront contents d'avoir du conseil et peut-être quelqu'un qui peut les aider sur cabulmoteur.com. Et après ça, l'électrique, lui, ça plaira pas à tout le monde et il y aura qu'une partie en transition. Après on arrivera à l'hydrogène sans doute, à moins qu'une autre technologie genre un truc, une sorte de GPL amélioré ou quelque chose comme ça arrive sur le marché, mais de toute façon l'hydrogène je pense que c'est la suite logique et pour ces moteurs là il faudra des huiles et ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on explique aujourd'hui sur cabulmoteur.com, ça s'appliquera pour d'autres moteurs avec de nouvelles normes plus tard. Bien sûr, tu es en évolution permanente. Voilà. Et c'est ce qui te permet de générer du flux et de pouvoir avoir du contact avec les personnes. C'est ça. Plutôt que rester comme certains sur leur vieille base, etc. Oui. C'est une amélioration continue. C'est ça. De toute façon, il n'y a pas le choix parce que dans l'automobile, il y a à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, mais on pourrait presque dire qu'il y a 1 à 2 nouvelles normes par an ou tous les 2 ans actuellement. Parce qu'on est passé ces 10 dernières années de différentes spécifications en fonction des gros constructeurs qui existent sur le marché. Bon, si on parle de France et de Navarre, enfin d'Europe de manière générale,
Mais tu as eu beaucoup de 530 et de 540 avec de nombreuses spécificités en fonction des marques. Et maintenant, on est passé ces dernières années en 0,30, 0,20. Donc l'huile est très fluide, hein, de plus en plus fluide. Et là, les normes ont changé, les spécifications ont changé. Et, c'est intéressant peut-être d'avoir les infos ou déjà de comprendre quel est l'enjeu de respecter ces trucs-là. Pour après se dire, tiens, je vais acheter de l'huile, est-ce que je m'achète cette fiche technique, comme ça je suis sûr que quand je vais chez mon vendeur en grande surface ou ailleurs, je puisse ne pas me tromper dans mon achat, même vérifier ce que le mec il te vend, hein, parce que bon, combien te disent, tiens, ça va dedans, mais ils savent pas eux-mêmes. Ouais. Voilà. Et ça, malheureusement dans le métier, ça existe, hein, mais après vous avez des serruriers qui vont vous facturer 1500 balles pour vous ouvrir un coup de clé, ou il y a des charlatans partout, hein, donc, ou des voleurs partout. C'est pas que dans l'automobile, hein, et après il y a des gens qui font très bien leur métier, il faut quand même le souligner, quoi. Nous on est là pour essayer de le faire sérieusement, et en donnant les conseils les plus adaptés, puis après le reste... c'est là où ton expérience parle, vu que tu étais en contact client avec la clientèle, donc... C'est ça. Et moi je vois bien les gens qui sont passés par chez moi pour les huiles, ils sont passés par chez moi parce qu'ils ont vu que ou ils gagnaient en consommation de carburant, ou le moteur réagissait mieux, ou ils arrivaient à faire un peu plus de kilomètres avant de faire la révision, ce genre de choses. Et puis de toute façon, ils étaient sûrs au moins d'acheter le truc qui va dans la bagnole et pas autre chose. Parce qu'avec des filtres à particules, des vannes légères et machin comme ça au jour d'aujourd'hui, vous vous trompez, vous avez vite fait d'avoir beaucoup de sous dépensés. Ouais, ça va vite. Ouais. D'accord. Il y aura même une étude de cas ou deux, tiens, j'en parle vite fait, mais ça va arriver en vidéo, je pense, pas cette année, mais l'année prochaine. Il faut que je tente de tourner, de les monter, mais en gros, il y aura une ou deux vidéos, études de cas. Alors, je vais pas pouvoir donner les noms des gens en question, c'était des clients à moi, hein, forcément, donc voilà, mais je vais maquiller et tout ça, je montrerai une facture maquillée avec ce que ça a coûté, pourquoi on en est arrivé là, et comment on a trouvé la solution de panne, et qu'est-ce qui était le fond du problème. C'était mauvaise huile et mauvais fluide dans une autre voiture. Mais l'un mal vendu, mal conseillé, et l'autre n'en avait rien à faire de ce qu'il mettait dans le moteur. Et puis voilà. Mais ça, on expliquera en temps et en heure. Je pense que c'est intéressant d'avoir des cas de figure vrais, précis, pour comprendre les enjeux d'une bonne lubrification. Moteur. Et est-ce que justement tu as un certain, engagement déjà de la communauté, tu as des retours, tu as une expérience palpable? Sur Facebook notamment, ça a pas mal bougé dernièrement. Alors bon, forcément, hein, quand tu es à 150 followers, c'est pas énorme, mais en quelques mois... Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. En sachant que je ne pousse peu dessus actuellement parce que voilà, c'est la période estivale au moment où on tourne nous deux cette vidéo, donc forcément c'est un peu la période morte entre guillemets. C'est une période où on peut s'atteler justement à préparer les choses pour la rentrée et l'après-rentrée, c'est là que ça va commencer à nous devenir intéressant. Mais oui, il y a eu pas mal de retours, même en MP, mais j'ai eu pas mal de gens qui m'ont demandé, qui m'ont posé des questions, même sur TikTok. J'étais assez surpris de voir que sur TikTok, la vidéo porte pas mal aussi. Parce que moi, TikTok, pour moi, c'est un réseau social qui est plutôt adapté à la tranche d'âge 16, 27, 30 ans, maxi. Après, c'est un peu le début des voitures, c'est là où ils n'ont pas énormément de connaissances. Oui, ça permet de... bien sûr, il faut aussi leur donner du conseil et tout ça. Et c'est vrai que ça leur plaît en vidéo. Donc, j'ai eu pas mal de retours à ce niveau-là, je suis content. Il y a eu des gens qui m'ont demandé, voilà, tiens, moi je mets ça, tiens, moi je mets ça, c'est bien, ça, non, c'est pas bien, voilà, il y a un lien avec un article de blog à lire pour comprendre pourquoi c'est pas bien, voilà, et c'est bien. Après, je pense qu'il faut que le truc se développe, il faut laisser les gens voir le site. Je vais faire une vidéo qui explique un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec le site ou pas, quel est le concept, si tu vas là, tu peux faire ça, si tu vas là, tu peux faire ça, parce que, mine de rien, les gens manquent de temps pour tout. Je pense que je fais une petite vidéo qui expliquera le concept. C'est une très bonne idée. Et potentiel. Ouais, voilà. D'accord. Et est-ce que justement tu aurais peut-être un conseil à donner pour des personnes qui souhaiteraient lancer un business en ligne? Alors avant je parlais de discipline et de temps, ça c'est la première chose, encore une fois ça se tient. Il va falloir aménager du temps, trouver du temps, être le plus régulier possible, et c'est pas simple.
c'est pas simple. Bah, c'est sûr que quand on bosse, encore la France c'est 35 heures, il y a des pays c'est un peu plus, mais quand tu bosses et que tu dois te trouver du temps derrière, sans parler de vie de famille, c'est compliqué. Ça sera très compliqué. Il faut rien lâcher, il faut donner les moyens, il faut persévérer, effectivement. Essayer d'avoir un chemin clair de ce qu'on veut faire au moment où on le fait, parce que plus tes process tu les as établis dans le temps, plus tu sais comment tu dois jouer ton truc, comment tu dois faire ton truc, et mieux ça ira, quoi. Moi je me suis fait une note sur le téléphone, voilà, j'avais faire ci, faire ça, c'était une liste des kilomètres, et au fur et à mesure je cochais. Tu fais petit à petit, voilà. À la fin tu arrives au résultat. C'est ça, et c'est satisfaisant, parce que quand tu coches comme ça, à un moment donné, d'avoir tes trucs cochés, tu dis, j'ai quand même déjà fait ça, machin. Faut pas hésiter non plus à revenir sur ce qui a été fait, juste pour rien faire, juste regarder ce qui a été fait et te dire, ah ouais, ça c'est pas mal quand même. Ah ouais, ça se motive un petit peu. Ça me fait penser à deux choses, c'est sur des vidéos de motivation, il y a pas mal de gars qui prônent le fait que les jeunes générations sont impatientes d'avoir un résultat immédiatement, à court terme, alors que tout se fait sur le long terme, il faut faire étape après étape. Ça, et quand tu arrives presque au bout, tu dis ah, j'en ai marre, j'ai déjà fait beaucoup, j'ai pas les résultats. Il suffit juste des fois de te retourner pour voir tout ce que tu as déjà fait. Voilà, c'est ça. Et des fois, il te manque juste une petite case ou un coup de pioche pour atteindre la mine d'or. C'est ça. Et c'est important de revenir un peu en arrière. Tu peux voir des choses qui vont pas, peut-être aussi, mais dans l'absolu, de voir le chemin déjà accompli, c'est une bonne manière de savoir où tu en es et de te garder motivé. Et je pense que là où ça peut aussi être intéressant, c'est d'avoir une interaction. Je rebondis dessus, je suis navré. D'avoir une interaction avec, alors on va appeler les visiteurs, les clients ou n'importe. Le petit truc, c'est en même temps le fait d'avoir, je vais pas parler de partenariat, mais de pouvoir discuter avec des professionnels. Tu peux ouvrir ton champ des possibles, le fait d'échanger ça ou ça. Par exemple, alors on va juste, je rebondis juste sur les voitures électriques. J'ai rencontré dernièrement un couple de vieux hippies, des routards qui vivent dans les Vosges. Ils ont une des premières camionnettes électriques de Nissan. Renault-Nissan l'a commercialisée pendant 1 an ou 2. Ensuite, ça s'est arrêté. Et vu que c'était les débuts des voitures électriques, eux, ils m'expliquaient qu'à la base, si tu ne pouvais pas te brancher sur la borne pour te recharger à l'extérieur, quand c'était entre guillemets encore gratuit ou je ne sais pas comment ça se gérait, tu allais chez un concessionnaire, il te branchait gratuitement et en même temps, il te faisait le tour de la voiture pour vérifier que tout soit bien et te refaisait les liquides. Ça, c'est pas mal. Et il m'a dit, au fur et à mesure, moi, ce qui me déçoit, c'est pas le fait que ma voiture est perdue en efficacité. En plus, on ne roule plus 600 km ou quoi que ce soit. On fait des petits trajets, on s'arrête là et là et on file. Mais c'est juste que tout devient payant, tout devient super cher entre le fournisseur d'électricité, le gars qui pose la borne, le gars qui te pose le truc, et t'as encore l'abonnement. Et en fait, le prix du kilowattheure explose, comme le fait de te mettre une borne de recharge dans ton garage. Un des coûts indirects qu'on ne te dit pas, c'est que ton abonnement va gonfler. Donc tu as un surcoût indirect. Donc je dis pas que c'est pas rentable si tu cherches l'efficacité ou la rentabilité, parce que tu consommeras certainement moins, enfin le prix du kilomètre ou des 100 km coûtera moins cher, mais tu as quand même des coûts indirects. Ah oui, c'est sûr. Alors maintenant je ne sais pas, hein, mais il y a quelques années en arrière, là, quand on vendait les premières électriques au garage familial, on en a vendu quelques-unes, pas beaucoup, hein, mais quand tu regardais le prix, une installation murale là pour brancher la voiture, c'était dans les 1500 balles. Donc ça c'est en plus. Alors oui, tu as des aides écologiques à tout va, une remise reprise avec aide écologique, le véhicule il vaut je sais pas 40 000 balles presque, ben, tu vas tomber à 22, 25. Ça fait beaucoup de remises reprises parce que l'État était derrière. Mais maintenant ils ont coupé le robinet et le gouvernement français a coupé le robinet de ces aides-là le plus possible. Donc maintenant, quand tu t'achètes une voiture électrique, déjà c'est plus cher qu'une voiture thermique, il faut dire ce qu'il y a, c'est des voitures qui coûtent plus cher de manière générale. Il y a peut-être plus de technologie aussi. Bah oui, bien sûr, mais il y a beaucoup d'électronique. Après c'est pareil, le prix du kilowattheure il explose, c'est aussi dû à un problème très franco-français. Non, mais c'est franco-français, hein, c'est le fait que... c'est clair que le parc... électronucléaire français a été très efficace pendant les 60 ans où il a tourné, et c'est très bien, seulement il a vieilli.
et nos instances politiques n'ont pas pris trop en compte le fait qu'il fallait peut-être entretenir ça un peu mieux. Il y a des grands carénages tous les 10 ans, tout ça, mais bon, par exemple, on prend Fessenheim qui se trouve à quelques kilomètres. Ouais, finalement, de là où on est, 30-40 minutes de route d'ici, mais c'est pas loin. Fessenheim, c'était la centrale la plus vieille de France. Ouais, mais la plus auto en termes de carénage. C'est celle qui a fait tout le carénage du début à la fin. Les grands carénages étaient terminés, donc là c'était théoriquement la plus sûre, techniquement parlant. Alors oui, elle était plus basse que le niveau du Rhin, mais il n'y a jamais eu de souci. Oui, on a une faille sismique ici, mais enfin ça fait encore 40 ans qu'elle était là, il n'y a jamais eu de tremblement de terre au point que... C'est pas à l'abri, malheureusement, demande au Japonais avec, je crois que c'est Fukushima. Bah, ils se sont pris en plus un raz-de-marée, enfin un truc là, c'était quoi un raz-de-marée? Un double raz-de-marée. Ouais, un tsunami, voilà. Exactement, merci. Donc voilà, plus de... Donc là-bas, c'est déjà une conception particulière, enfin bon bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, le prix du kilowattheure, il explose parce qu'on a de plus en plus d'outils électroniques au quotidien, parce qu'on veut électrifier le parc automobile français, et en même temps, on ferme des centrales. Alors je parle de, oui, Fessenheim, mais il y en a d'autres qui ont fermé ces dernières années, il faut les démanteler, ça coûte un fric de dingue, et c'est qui va payer? C'est forcément le mec qui paye sa facture EDF, parce que à chaque fois, ils vont te rajouter quelque chose là-dessus. Et voilà, donc effectivement, l'électrification du parc automobile, c'est bien, mais ça a ses limites. C'est juste un moyen de faire baisser la mauvaise note de la pollution au niveau européen, français et au niveau mondial, mais dans l'absolu, c'est pas un choix économique. C'est parce qu'au niveau économique, non, tu vas pas faire d'économie en achetant de l'électrique, clairement pas. Là, j'avais un ami qui bossait dans des éoliennes pour une boîte anglaise, je crois. Et un jour, il m'a appris, travaillant également dans l'énergétique, qu'ils avaient enfin réussi à fournir, clé en main, avec des éoliennes, le prix d'un kilowattheure moins cher que celui du nucléaire. Ah ouais, ok. Je dis, bah c'est cool, vous allez vous installer partout et ça va faire plaisir à tout le monde. Il me dit, ouais, partout sauf en France. Ouais, parce que la question c'est pourquoi? Bah oui, parce que le nucléaire français, il va être relancé et que... Non. Ils avaient des soucis à s'implanter en France métropolitaine, parce qu'en fait, il y avait énormément d'espèces d'oiseaux qui passaient. Parce qu'en fait, un oiseau ne regarde pas de front, il regarde vers le bas. Et quand il y a une pale qui tourne, il s'est shooté. Ça dégage. C'est moche, mais en fait, ils ont eu énormément de problèmes avec les écolos sur ce point-là. Donc en fait, la France ne fait pas partie de leurs clients principaux. L'autre truc qui me fait, je vais pas dire doucement rire, mais quand des personnes changent leur chaudière gaz ou fuel pour mettre une pompe à chaleur, c'est très bien. Mais derrière, ils s'étonnent que ils doivent changer d'abonnement et que ça coûte quand même un bras. Je dis, mais oui, mais si vous chauffez, je parle en kilowattheure, donc calorifique, si vous chauffez, que vous remplacez le gaz ou le fuel, la production par l'électricité, il faut quand même un moment fabriquer d'énergie. Donc forcément, même si vous baissez d'un côté, vous améliorez le rendement de la machine, ça coûte quand même de l'argent. C'est pas miraculeux ou quoi que ce soit. Si vous voulez arrêter de consommer, comme ils disent, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on consomme pas. Oui, c'est ça. C'est ça, de toute façon. Non mais c'est clair. Pour finir, vu qu'on se rapproche de la fin, est-ce que justement tu as un petit mot à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Si on veut se lancer sur Internet, oui, s'il y a un truc à dire, c'est que c'est pas aussi simple que ce que certains veulent nous faire croire. Si on regarde tout ce qui est pub sur Internet, c'est lancez-vous, formez-vous, en 2 mois vous allez lancer un business. Bon, je suis pas sûr, parce que avec l'expérience qui est mienne, ce que je sais, c'est que de faire de l'argent sur Internet, ça se mérite, c'est comme dans la vie réelle. Il n'y a pas de solution de facilité, il y a peut-être moins de charges, ça c'est vrai. On peut s'en sortir en mettant moins d'argent au départ, en prenant le temps de le faire bien. Mais à la fin, il faut développer un réseau, il faut s'atteler à la tâche, il faut être un minimum régulier. Et moi je le dis, c'est pour moi aussi, parce que la régularité, ces derniers temps, ça n'a pas été mon fort, parce que j'ai travaillé d'arrache-pied pour finaliser ce projet, et puis cette année, dans mon métier, il y a des choses qui font que, j'ai beaucoup de charges de travail actuellement, donc je ne peux pas forcément rester dessus comme je veux, et c'est des fois frustrant, donc il faut savoir... s'accrocher à la barre. Et y aller, et rester patient, même patient avec soi-même malgré tout.
continuer à avancer. Même si c'est qu'un peu de temps en temps, ça sera toujours mieux que rien du tout. Jamais laisser tomber. Et niveau discipline, il faut se mettre un coup de pied au cul, hein, très clairement, parce que sinon ça ne marche pas. Il faut se donner les moyens. Donc moi c'était les 2 dernières années et demie, c'était le week-end et tous les soirs, y compris jour férié, pour créer le code du site, lancer le site, l'infographie, les codes couleurs. J'ai tout fait moi-même en fait, hein. Il y a une signature esthétique, il y a un concept, ça se peaufine dans le temps, ça se retravaille. Voilà, si on fait un site sur WordPress, il faut avoir des compétences minimum, même si c'est très simple de nos jours d'ouvrir un site WordPress, c'est toujours de plus en plus simple d'ailleurs avec les nouvelles formules d'hébergement, mais il y a plein de compétences à choper au fur et à mesure, donc ouais, faut rien lâcher. Et, bon, maintenant avec l'IA on peut faire plein de choses aussi plus simplement, donc c'est bien. Faut se servir des nouveaux outils qui existent également, faut rester à la page. Même si je pense que l'IA pour l'instant a ses limites, mais il y a des belles promesses. C'est un bel outil. Il y a des belles promesses d'avenir. Là, il parle en ce moment, j'ai vu un truc, un soft, ça sera une IA qui va te permettre de faire ton site de A à Z, mais tu pourras même lui donner un site déjà existant et dire ouais, j'en veux une nouvelle version, vas-y, fais ton truc. Alors oui, on pourra toujours se faire gagner du temps de cette manière, mais à un moment donné, ça passe par bosser la nuit, bosser après le boulot, ce genre de choses. L'IA ne remplacera pas l'humain. Oui, ça c'est clair. Il faut pas, hein, de toute façon. Et c'est là où justement, moi j'ai pour habitude de dire que il n'y a que vous qui pouvez... Oui, changer le truc. Non, non, même pas. Il n'y a que vous qui pouvez attraper vos rêves. Il n'y a que vous qui pouvez les réaliser. C'est beau. Oui, c'est ça. Et le temps, c'est la chose qui a le plus de valeur sur Terre. Oui, parce qu'en fait, chaque seconde qui est passée, vous ne pourrez pas la rattraper. Oui, c'est clair. Donc, mon conseil, c'est de passer à l'action. Oui. Tout simplement. Tout à fait. Plus tôt tu passes, plus tôt tu peux avancer et voir où t'en es aussi. Hein. C'est vrai. Le temps, c'est la matière première et c'est d'ailleurs pour ça que quand on est salarié d'une entreprise, au-delà même des diplômes et de l'expérience, ce qu'on te paye, c'est le temps que tu passes dans l'entreprise. Donc, plus tu as de temps, plus tu es riche d'une certaine manière, parce que le temps, c'est de l'argent et l'argent, c'est pas du temps. Ça marche plutôt dans l'autre sens. C'est un outil, pour reprendre le truc, qui te permet de te faciliter la vie. Ouais. Quand tu as la chance d'en avoir beaucoup, c'est que tu sous-traites, tu délègues des tâches à d'autres personnes. Comme ça, tu es un peu plus cool et tu peux bosser sur les projets dans lesquels tu es bon ou qui t'animent tout simplement. C'est ça. Ce que tu peux pas tout faire quand tu es seul. Justement, quand moi je suis seul à faire tout ça, oui, en fait, je peux compter que sur moi-même. Et les rares fois où j'ai essayé d'imbriquer du monde avec, j'ai été très vite déçu. Et puis alors les gens qui veulent le faire par volontariat, c'est très bien, mais c'est pas une fin en soi. Même si quelqu'un veut te donner un coup de main de temps en temps, ça sera jamais fait comme tu le veux quand c'est du volontariat. Si vous voulez pouvoir déléguer, faut rentrer de l'argent, donc faut à un moment donné se lancer, il faut y aller, quoi. Faut pas perdre de vue ses objectifs et puis il faut y aller, c'est tout. Exactement. Voilà. Et pour finir sur une belle note, on va faire un tour de magie. C'est qu'on va vous mettre une deuxième petite vidéo de présentation, mais cette fois-ci du discographe. Voilà. Si t'es ok. Oui, c'est bon. Ouais, je te place une séquence d'un truc. Ouais, ça marche. Ça marche. Merci. Allez hop, on vous souhaite une bonne fin de journée. Enfin, je sais pas quelle heure il est. Et on vous dit au plaisir. Allez, à plus. Ciao. Ciao. Un peu de techno et de tribal techno à l'ancienne. C'est parti pour le track Hunter and Hunted by District 1, sorti à la fin des années 90. Et je vais mixer ça avec le track 2001 by I'm Electronic sur le Old Splatten numéro 20. Vous allez voir, ça va être une tuerie totale. Et la plupart des scuds que tu vas entendre dans cette émission sont disponibles désormais dans le Disco Shop. Seuls les inscrits à la newsletter du blog lediscographe.fr recevront très prochainement le mot de passe nécessaire au déverrouillage des fiches produits qui permettront donc d'accéder aux tarifs, aux écoutes des morceaux et bien sûr à la validation de ton caddie. Voilà, donc c'est des ventes privées en gros que je propose actuellement. J'essaye de nouvelles choses. Donc voilà, ça va venir très prochainement. Il y aura également un code promo. Donc tout ça c'est que pour les inscrits à la newsletter. Vraiment n'hésitez pas parce que c'est vraiment cool.
La version 5.0 du blog de discographe.fr est enfin online et pleine de news. Là, t'es en train de checker la version smartphone mobile quoi. Si t'es pas retourné sur le blog depuis un petit moment, je t'invite vraiment à y jeter un œil, ça change grave. Et bientôt du nouveau sur le net. Le site kelwillmotor.com va bientôt ouvrir ses portes les potos. Alors t'écoutes du son, mais t'as peut-être aussi besoin d'une caisse pour aller au travail, non? Dans ce cas, kelwillmotor.com, ce sera ton futur allié. Maîtrise la technique, reprends le contrôle sur l'entretien de ta caisse. Et pour fêter ça, kelwillmotor.com lance un tout nouveau jeu concours qui sera bientôt accessible également. Plus d'infos dans les slides de vidéo qui défilent justement sous tes yeux en ce moment même. Ne rate pas ta chance de gagner un an d'huile moteur premium pour ta bagnole. Au prix où ça coûte actuellement, c'est un putain de bon plan.